Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 août 2026 et notre cher ami David Pine est avec nous. Bon retour parmi nous, David. Merci Nima. Je suis ravi de vous retrouver. David, commençons par ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et Donald Trump. Il a dit qu'il allait attaquer l'Iran et tout détruire. Puis tout à coup, il a dit qu'il avait décidé de ne pas attaquer l'Iran. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'entre les États-Unis et l'Iran, d'une certaine manière, on ne voit aucune négociation. Pourtant, si vous regardez ce qu'ont dit Scott Bessent ces 2 derniers jours, Marco Rubio ou Donald Trump lui-même, ils affirment que nous négocions. Du côté iranien, ils disent qu'aucune négociation n'a lieu. En revanche, il se passe quelque chose entre l'Iran et Oman au sujet du détroit d'Ormuz. Ils définissent un nouveau mécanisme pour le détroit. C'est réel, parce qu'ils arrivent à une forme de définition pour le détroit d'Ormuz, à un nouveau mécanisme. Mais concernant les États-Unis et l'Iran, ce qui est, à mon avis, l'élément le plus important de la situation actuelle, comment voyez-vous la situation? Eh bien, je veux dire, le président Trump a été très fluctuant. Vous savez, il a annulé des frappes militaires le 24 juillet pour les reprendre ensuite. Bien sûr, après que l'Iran a décidé d'adopter une sorte de stratégie d'attaque préventive, ce qu'il n'avait jamais tenté auparavant. Jusqu'alors, les dirigeants iraniens, à l'exception du 1er mars, lorsqu'ils ont étendu la guerre à plusieurs pays, des pays qui accueillaient des bases militaires américaines, s'étaient en réalité contentés de répondre à l'escalade américaine au même niveau. Ils n'avaient pas c'était à faire monter l'escalade ni à lancer des frappes militaires préventives. C'était toujours les États-Unis qui étaient à l'origine de tout ça. Eux, ils ne faisaient que répondre par des frappes de représailles aux attaques de missiles américaines et israéliennes. Et le 28, ils ont décidé de, vous savez, bombarder sans prévenir une base militaire américaine en Jordanie. Certes, aucun cessez-le-feu n'avait été conclu, donc ce n'est pas comme s'ils violaient un accord. Mais ça a pris le président Trump de court. Il a réagi, vous savez, avec des grossièretés, en disant « on va bombarder l'Iran jusqu'à le réduire en miettes ». Et puis bien sûr, il les a bombardés pendant quelques jours. Cette attaque a eu lieu le jour où le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est rendu à la Maison-Blanche. Je pense donc que l'Iran envoyait le message que toute frappe, toute intensification des frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran entraînerait des frappes de représailles similaires, et que l'Iran n'avait plus peur de Trump ni des États-Unis. Puis, le 1er août, tard dans la nuit de samedi, selon mon fuseau horaire, Trump a décidé d'annuler les frappes massives contre les infrastructures civiles iraniennes. Elles auraient potentiellement privé d'électricité beaucoup d'Iraniens et aggravé les souffrances de dizaines de millions de civils iraniens, ceux-là même que Trump avait promis de libérer. Donc c'était une bonne chose, et je lui en donne crédit. Et depuis, l'Iran a mené des frappes. Et vous savez, Trump s'est retrouvé en quelque sorte embarrassé et humilié par l'Iran parce qu'il n'a pas vraiment de solution militaire pour gagner la guerre en Iran, évidemment. J'ai publié plusieurs articles sur mon Substack, Real War, à l'adresse deepin.substack.com il y a quelques minutes à peine et hier. J'y cite un certain nombre d'incidents rapportés par la presse. Le président Trump aurait eu 2 ou 3, peut-être, accès de colère, où il s'en prend violemment à des membres de son cabinet parce qu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une stratégie ou à trouver des idées pour gagner la guerre. Pensez-vous que la question de la guerre à Washington soit toujours d'actualité? Parce que les nouveaux reportages montrent sur CNN qu'il y a une sorte de conflit entre CNN et Donald Trump, entre les médias traditionnels et Donald Trump,
ainsi que son administration. D'un côté, on nous dit que Reuters a parlé des missiles offensifs. CNN a rapporté hier que 80% des missiles intercepteurs avaient été épuisés pendant la guerre. Et, si je comprends bien, disons-le ainsi, ils parlaient auparavant de 60%, et maintenant ils avancent le chiffre de 80%, parce que CNN dit avoir de nouvelles informations, et que c'est pour cela qu'ils prennent cette décision. Mais même 60%, c'est trop, à mon avis. Et quand on est vous savez, une superpuissance, qu'on doit prendre en compte tous ces fronts, ces différents fronts, et qu'on essaie de s'épuiser. Cette guerre en Asie occidentale n'était pas une guerre existentielle qui justifiait que Donald Trump dépense autant aux yeux de ceux qui défendent cet argument sur CNN, par exemple. Et c'est trop. Mais Donald Trump a dit que cela n'avait rien à voir avec la réalité. Comment comprenez-vous la différence entre les deux camps? Eh bien, je pense que le président Trump a reconnu que c'était une réalité, puisqu'il a dit qu'il poursuivait les personnes qui divulguent des informations. Enfin, qu'est-ce qu'une personne qui divulgue des informations? C'est quelqu'un qui transmet à la presse des renseignements et des informations véridiques, que l'administration estime soit classifiées, soit confidentielles, et qui ne devaient pas être partagées avec le public. Donc Trump n'est pas en colère. Il ne dit pas qu'il est faux que nos missiles sont épuisés. Vous savez, 65% des Patriots, 80% des intercepteurs de missiles THAAD, presque tous nos attaques MS et nos autres missiles balistiques à longue portée de l'armée ont été détruits ou épuisés. Tous nos missiles JASM ont été épuisés. Enfin, c'est généralisé. Un énorme épuisement des capacités américaines en matière de missiles, offensifs comme défensifs. C'est exactement ce contre quoi j'avais mis en garde dès mars, lorsque la guerre a commencé. J'ai dit que les États-Unis risquaient de perdre temporairement leur statut de superpuissance militaire conventionnelle si nous dépensions toutes nos munitions de frappe de précision. Nous ne serions pas capables de faire la guerre pour défendre Taïwan. Et nous aurions même du mal à défendre l'Europe contre une invasion russe. Non pas que je pense qu'une telle invasion soit prévue, parce que ce n'est pas le cas. Mais cela montre simplement que les États-Unis ne seraient pas en mesure de mener une autre guerre contre une grande puissance. Et comme il l'a dit, c'est une guerre inutile. C'est une guerre que Trump a commencée parce qu'il en avait envie. D'après sa porte-parole, il avait le sentiment qu'il pouvait gagner cette guerre, qu'il pouvait en quelque sorte instaurer un changement de régime à la vénézuélienne. Alors qu'évidemment, au Venezuela, men hum after smart said to light. C'était le principal lieutenant de Maduro. Vous savez, le vice-président qu'il avait lui-même choisi, qui est aujourd'hui président du Venezuela, avec ce régime communiste allié à la Russie et à la Chine. Mais c'était en quelque sorte le modèle que Trump avait en tête pour pouvoir, vous savez, infliger une sorte de défaite à l'Iran. Et comme je l'ai relevé dans mon article publié cet après-midi dans The Real War, c'est en fait, fondamentalement, la conception que Trump avait de cette guerre. Il pensait pouvoir l'arrêter à tout moment. Il considérait l'Iran comme une puissance moyenne, pas comme une grande puissance. Il pensait qu'il lui suffirait d'arrêter de les bombarder pour qu'il soit forcé d'accepter les conditions de paix qu'il avait en tête. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. L'Iran a refusé plusieurs cessez-le-feu. Ce n'est que lorsque Trump a capitulé face aux conditions de paix de l'Iran, le 14 juin, puis lors de la cérémonie de signature, le 17 juin à Paris, ce que j'appelle le traité de Versailles, parce que c'est là qu'il l'a signé, au château de Versailles, qu'il y a eu en substance une reddition conditionnelle face à l'Iran. Mais c'en était une qui servait les intérêts américains, malgré le fait qu'il acceptait les conditions de l'Iran. Mettre fin à la guerre devrait vraiment être la priorité stratégique,
le principal axe de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, parce que cette guerre s'est révélée tellement néfaste pour l'armée américaine. L'économie américaine, vous savez, la sécurité économique, a été affaiblie. Nos alliances ont été affaiblies. Les alliances de nos ennemis se sont renforcées. En gros, tout ce que des gens comme moi et d'autres stratèges de la sécurité nationale avions mis en garde contre, s'est exactement produit jusqu'à présent. Je veux dire, la seule chose qui ne soit pas encore arrivée, c'est le naufrage d'un porte-avions ou une dépression mondiale américaine. Enfin, une dépression mondiale. Oui. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Michael Hudson et Richard Wolff. Ils étaient tous les deux d'accord pour dire qu'une dépression mondiale approche. C'est inévitable. Avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, en mer Rouge et à Bab el-Mandeb, tout cela se conjuguant. Et la question est la suivante, David. Selon vous, combien de temps Donald Trump veut-il poursuivre cette espèce de guerre de représailles? Personne ne sait ce qui se passe. Quel est l'objectif immédiat de son administration? Quel est-il? Voyez-vous un objectif se dessiner? Ou au moins, est-ce qu'ils disent ce que c'est? Eh bien, c'est assez drôle, si vous écoutez Fox News, comme je le fais souvent. Pas plus tard que la semaine dernière, il disait que l'objectif de la Maison-Blanche, avec ses frappes de bombardement massives, serait essentiellement de ramener l'Iran à la table de la paix. Donc on n'arrive même pas à obtenir que l'Iran... Vous savez, alors que Trump affirme que le régime islamiste iranien supplie pour la paix, en réalité, c'est Trump qui supplie pour la paix. Il supplie l'Iran de revenir à la table des négociations. Et l'Iran refuse, en gros. Ils disent qu'il y a une liste de choses que nous devons faire, notamment lever toutes les sanctions économiques, débloquer les avoirs iraniens gelés et mettre fin au blocus. Ce sont à peu près les 3 choses que l'Iran a dit vouloir nous voir faire avant de venir accepter un cessez-le-feu. En gros, ce que j'entends, c'est que le président Trump en coulisses fait pression pour que l'Iran accepte de nouveau le protocole d'accord sur un cessez-le-feu de 60 jours qu'il a jeté à la poubelle le 7 juillet. Donc quand il a fait ça, il a réduit à néant tous les progrès diplomatiques qu'il avait eu tant de mal à accomplir. Il était pourtant désespéré à l'idée de nous sortir de cette guerre avec une sorte d'accord de paix honorable, comme celui que Nixon avait négocié pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Et il a tout fichu en l'air. Il doit donc repartir de zéro. Mais au final, tout accord de paix devra plus ou moins reprendre les mêmes conditions iraniennes que nous avions acceptées auparavant. Le problème, c'est que l'Iran ne croit plus que la signature du président Trump ait la moindre valeur, parce qu'il a constamment changé de position et s'est montré, de toute évidence, tellement fourbe. Et ce, dès le début, avec l'assassinat de la première famille iranienne au premier jour de la guerre. Il a dit que CNN avait rapporté aujourd'hui ses fuites, comme il l'a mentionné, et que 80% des intercepteurs étaient épuisés, ou encore les informations de Reuters sur les attaques MS et les autres types de missiles. Et il a dit que ces fuites affaiblissaient sa position dans les négociations avec l'Iran. Mais il n'y a aucune négociation. C'est incroyable. Vous savez, il se présente. Oui. Enfin, toute cette guerre. Rubio a en quelque sorte vendu la mèche quand il a dit que notre objectif était en gros de ramener le détroit d'Ormuz et le golfe Persique au statu quo ante. Donc, en fait, nous avons détruit le statu quo, qui était la libre circulation du commerce dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. L'Iran en a immédiatement pris le contrôle, seulement quelques jours après le début de la guerre que nous avons lancée contre lui. Et nous ne sommes même pas capables de revenir à cette situation. Enfin, ce monde que nous avions, qui était très favorable aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, ne reviendra jamais. Il n'y a rien que nous puissions faire.
à moins de larguer des bombes atomiques sur l'Iran. Évidemment, si nous faisions ça, cela perturberait aussi très fortement l'économie américaine. Et je peux pratiquement garantir que Trump n'est pas à ce point génocidaire. Comme je l'ai écrit dans mon article aujourd'hui, il a menacé de le faire 3 ou 4 fois, bombarder l'Iran à l'arme nucléaire et tuer des dizaines de millions de civils iraniens innocents, qui ne voulaient pas de cette guerre, qui n'ont pas demandé cette guerre, et qui souffrent énormément des campagnes de bombardement et de blocus menées par l'armée américaine. Donc oui, Trump est vraiment, il a été son propre pire ennemi. Je veux dire que cela a eu un effet considérable sur sa popularité politique, et bien sûr sur le Parti républicain, dont je suis toujours membre. Vous savez, je reste au Parti républicain dans l'espoir que J.D. Vance sera notre prochain candidat à la présidence, pour en quelque sorte réparer tout le désordre causé par le président Trump. Biden a certes allumé l'incendie avec la guerre en Ukraine, et il a supervisé la guerre à Gaza tout en soutenant Israël. Mais Trump, lui, a vraiment jeté de l'essence sur les flammes, au lieu de mettre fin aux guerres, comme il avait promis de le faire pendant la campagne présidentielle de 2024. Comment voyez-vous l'Arabie saoudite et le conflit en cours au regard de sa politique étrangère? Parce qu'ils ont déclenché une guerre contre le Yémen, alors que le Yémen n'avait rien fait contre eux. C'est très similaire, à une certaine échelle, à ce que les États-Unis ont lancé contre l'Iran. Le Yémen ne voulait rien faire contre eux. Malgré ce siège imposé au Yémen depuis si longtemps, malgré l'énorme pression exercée sur le Yémen, ils n'ont pas attaqué l'Arabie saoudite avant que l'Arabie saoudite ne les attaque. Ils ont attaqué l'aéroport international. La piste de l'aéroport international de Sanaa a été attaquée et touchée. Ils ont alors réagi. Et maintenant, vous voyez qu'ils ont mis en place un nouveau blocus contre l'Arabie saoudite et qu'ils exercent une pression énorme sur son économie. Puis vous voyez que l'Arabie saoudite, au lieu de céder, de négocier ou d'essayer d'une manière ou d'une autre de résoudre le problème, redouble au contraire d'efforts contre l'Irak et le gouvernement irakien. Et une partie de l'armée irakienne a ensuite été attaquée. David, ce qui m'étonne, c'est que l'intensité de la guerre entre l'Iran et les États-Unis a diminué, mais que la guerre s'étend dans la région. Vous savez, elle touche d'une certaine façon chacun des pays. Il n'y a pas un seul pays dans cette région qui ne fasse pas partie de la guerre. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui. Eh bien, je pense que vous avez raison. Je pense que le président Trump a probablement encouragé les Saoudiens à... Vous savez, évidemment, l'armée de la résistance au Yémen contrôle environ 70% du territoire, mais seulement 50% de la population. Ce n'est évidemment pas le gouvernement, vous savez. Je veux dire, le gouvernement, c'est celui qui contrôle le plus de gens, pas le plus de territoire. Et donc, quand je parle des Houthis, je les désigne souvent aussi comme le gouvernement yéménite. Mais oui, c'est clairement l'Arabie saoudite qui a en quelque sorte essayé de relancer cette guerre pour ouvrir une sorte de second front. L'objectif était de faire pression sur le gouvernement yéménite afin qu'il mette fin à son blocus du détroit, là en mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb. Et vous savez, ça s'est évidemment retourné contre eux. Parce que les Yéménites ont beaucoup de missiles balistiques, beaucoup de missiles anti-navires supersoniques. Ils ont donc beaucoup de missiles iraniens capables de causer de gros dégâts à l'économie mondiale et de viser, évidemment, les infrastructures civiles saoudiennes aussi. Mais ce qui est intéressant concernant les Saoudiens, c'est que, selon certaines informations, la principale raison pour laquelle Trump a fait machine arrière, ce qu'on appelle le TACO, pour Trump Always Chickens Out. Autrement dit, Trump se dégonfle toujours. C'est que le prince héritier saoudien l'a essentiellement appelé.
En fait, il s'est rendu à Washington pour rencontrer directement en personne le vice-président J.D. Vance. Et il a dit que si Trump lançait ses frappes contre les infrastructures civiles iraniennes et que l'Iran ripostait de la même manière contre l'Arabie saoudite en détruisant ses infrastructures énergétiques, alors l'Arabie saoudite se débarrasserait immédiatement de tous ces dollars américains et pousserait en quelque sorte les États-Unis vers une récession économique. Donc Trump s'est dégonflé pour cette raison et pour d'autres aussi. Évidemment, la pénurie critique de munitions a également beaucoup pesé, et puis à peu près à ce moment-là, au début du mois, le prix du pétrole brut est passé au-dessus de $100. Vous avez évoqué la situation économique, ainsi que les munitions, les intercepteurs, tous ces stocks. Pensez-vous que la combinaison des deux exercerait une pression suffisante sur Donald Trump pour qu'il trouve, d'une manière ou d'une autre, une solution politique à ce qui se passe? Eh bien, comme je l'ai dit, Trump a essayé de trouver une solution politique. Je crois avoir entendu que, dès la première nuit de la guerre, lorsqu'il a appris que l'USS Abraham Lincoln, notre seul porte-avions dans la région à ce moment-là, avait été visé par des frappes iraniennes de missiles antinavires, avec 4 missiles de croisière subsoniques, il a contacté les dirigeants iraniens et demandé un cessez-le-feu. Il ne l'a jamais obtenu. Il n'a obtenu de cessez-le-feu que le 7 avril. Ce n'est que vers le 4 ou le 5 avril, je pense que c'était le 5, que l'Iran a finalement présenté son, plan de paix en 14 points ou en 10 points à ce moment-là, auquel Trump a essentiellement souscrit en grande partie le 7 avril, avec son cessez-le-feu initial. Et donc, vous savez, il essaie de sortir les États-Unis de la guerre en réalisant que c'était une erreur. Vous savez, il a vu trop grand. Mais le problème, c'est il est obsédé par ce que j'appelle l'image ou l'illusion de la victoire. Il veut donc pouvoir présenter n'importe quel accord signé comme une victoire. Il a d'ailleurs fait ça avec le protocole d'accord sur un cessez-le-feu de 60 jours qu'il a signé le 17 juin à Paris. Pendant qu'il le signait, tout le monde applaudissait, mais lui ne souriait pas. C'est vraiment une caractéristique chez lui. D'ordinaire, s'il pense avoir accompli quelque chose d'important, il va brandir l'accord en souriant. Là, il ne l'a pas fait, parce qu'il savait qu'il acceptait des conditions humiliantes pour la partie américaine. Voilà toute l'ironie. Trump veut réellement la paix, au fond de lui. Il veut mettre fin à la guerre. Mais il ne sait pas comment y parvenir, tout en gardant bonne figure et en donnant l'illusion que les États-Unis ont vraiment accompli quelque chose. Car, en réalité, les États-Unis n'ont rien accompli de positif pour leur sécurité nationale. Au niveau stratégique, cela a même renforcé l'Iran. Je pense que la guerre peut devenir encore plus dangereuse si Zelensky et Israël se rapprochent et que peut-être les deux guerres n'en font plus qu'une. Voyez-vous cette possibilité? Oui, je ne vois pas vraiment cette possibilité. Je sais que, manifestement, certains néoconservateurs essaient de confondre les deux guerres et de dire qu'il s'agit d'un seul conflit mondial avec, vous savez, deux fronts différents du même conflit global, en présentant la Russie et l'Iran comme identiques. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'ils sont de solides alliés militaires. Mais évidemment, les origines de la guerre en Ukraine étaient très différentes de celles de la guerre en Iran. Et les origines de la guerre en Ukraine, comme nous en avons parlé dans de précédentes interviews dans votre émission, remontent à l'impérialisme de l'OTAN. Essentiellement, à l'expansion de l'OTAN dans l'espace de sécurité russe, en Ukraine. Cela a toujours fait partie en substance de la sphère d'influence de la Russie. Évidemment, en tant que partie de l'Union soviétique, mais aussi, et certainement depuis la chute de l'Union soviétique, comme la composante la plus essentielle de la sphère de sécurité russe.
Et nous pensions pouvoir nous en tirer comme ça. Et nous avons fait de l'Ukraine un État membre de fait de l'OTAN. Mais dans le cas de l'Iran, c'était simplement une guerre menée en gros parce que, comme je l'ai dit, Trump avait le sentiment qu'on pouvait leur botter les fesses, essentiellement, qu'on pouvait écraser l'Iran, qu'il ne riposterait pas, qu'il ne fermerait pas le détroit d'Ormuz, qu'il ne ferait pas escalader la guerre en conflit régional. Toutes ces hypothèses se sont révélées fausses. Mais au fond, il n'y avait ni cause ni prétexte. Cette guerre a été menée sous de faux prétextes. Le 14 février, à peine 2 semaines avant de déclencher la guerre, il a déclaré que le programme nucléaire iranien restait anéanti. Et pourtant, les 4 ou 5 mars, soit seulement 4 jours après le début de la guerre, il a dit qu'il fallait bombarder l'Iran pour détruire une fois encore son programme nucléaire. Donc, vous savez, nous savons que le programme nucléaire iranien n'a pratiquement pas été affecté par la guerre, pas même vraiment par l'opération Midnight Hammer. En substance, il est toujours opérationnel. Vous savez, selon Ted Postol, ils conservent encore la capacité de fabriquer des ogives nucléaires dans leurs installations souterraines de missiles et nucléaires. C'était donc un prétexte complètement fallacieux. Le gouvernement iranien est cinglé. Mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas suicidaires. Même s'ils disposent, comme c'est probable, d'un arsenal nucléaire, ils ne vont pas l'utiliser parce qu'ils savent que nous les atomiserions en retour 1 million de fois. Je ne pense pas que qui que ce soit le ferait, pas même la Russie. Avec la guerre contre la Russie, vous vous souvenez du nombre de fois où les Ukrainiens ont attaqué la Russie en profondeur. Sur le territoire russe, ils ont attaqué les bombardiers nucléaires en Russie. Mais la Russie n'a pas répondu. Ils ne voient pas la nécessité d'escalader la guerre avec l'Ukraine, parce que d'une certaine manière, cette guerre d'usure les mène exactement là où ils le souhaitent. Mais quand j'évoque le cas de l'Ukraine et d'Israël, je parle essentiellement des nouveaux rapports, par exemple en Irak. Les responsables de la sécurité en Irak ont signalé qu'il y avait des cellules ukrainiennes en Irak. La question serait donc, pourquoi essaient-ils de faire quelque chose? Ils essayent de manipuler la société intérieure, vous savez. Ils manipulent la société en Irak, en combattant, en attaquant telle ou telle composante de la société. Ils essaient de créer une sorte de chaos en Irak. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui va en bénéficier? Et pourquoi sont-ils là-bas? Ils ne sont pas seulement en Irak. Ils sont en Afrique. Ils étaient à Idlib, où ils entraînaient ces hommes qui, aujourd'hui, sont au pouvoir en Syrie, l'ancien HTS. Et l'Ukraine est en train de se transformer en quelque chose de nouveau. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Et à quel point cela peut-il devenir dangereux pour la région? Je ne parle pas seulement de l'Eurasie, de la Russie et de l'Europe. Cela concerne aussi le Caucase du Sud et l'Asie occidentale. Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que le dictateur ukrainien Volodymyr Zelensky est très dangereux. C'est un dirigeant très dangereux et impulsif, avec lequel les États-Unis prennent un risque en s'alignant, parce qu'il mène effectivement des frappes de missiles contre Moscou. Je pense qu'il avait l'accord de Trump pour frapper la force de bombardiers nucléaires russes, détruisant 8% de la flotte russe de bombardiers nucléaires et en endommageant 8% supplémentaires. Il a aussi détruit beaucoup de... Vous savez, il y avait un important radar à balayage électronique qui faisait partie de leur système de défense antimissiles et ils l'ont détruit également. Cela a en quelque sorte créé une brèche par laquelle des missiles nucléaires américains pourraient potentiellement passer. Zelensky, en tant que dirigeant de l'Ukraine, fait tout ce qu'il peut et fait tout ce qu'il peut depuis qu'il a décidé de se retirer de l'accord d'Istanbul, que des responsables et négociateurs ukrainiens avaient initialement signé, je crois,
le 31 mars 2022, pour faire entrer les États-Unis dans la guerre contre la Russie aux côtés de nos alliés européens de l'OTAN. Donc, vous savez, je pense qu'il est important que Trump le reconnaisse. Espérons qu'il le fasse. Je pense que certains rapports indiquent qu'il aurait en quelque sorte dit à Zelensky d'arrêter ça. Il ne veut évidemment pas entraîner la Russie là-dedans, parce que c'est vraiment ce que veulent les néoconservateurs. C'est aussi ce que veut Zelensky, que les États-Unis lancent des frappes de missiles contre la Russie. Parce que, bien sûr, si l'on assimile la Russie et l'Iran à une seule et même puissance, cela devrait fortement dissuader les États-Unis de déclencher une guerre. La Russie possède bien davantage d'armes nucléaires que les États-Unis, surtout au niveau non stratégique. C'est d'ailleurs le cadre le plus probable d'un conflit nucléaire, le niveau nucléaire de théâtre, avec des armes et des missiles à plus courte portée. Et bien sûr, dès 1992, des informations faisaient état du fait que des dirigeants iraniens auraient en réalité acheté jusqu'à, vous savez, 2 à 4 missiles nucléaires de l'ex-Union soviétique au Kazakhstan, très probablement des têtes d'artillerie. Donc vous savez, nous ne voulons nous engager dans aucun type de conflit nucléaire, et certainement dans aucun conflit militaire direct avec la Fédération de Russie. Il semble que Benjamin Netanyahou ait, je pense, 2 options pour Israël. L'une consiste à tout faire pour convaincre les États-Unis qu'ils doivent rester engagés dans le conflit en Asie occidentale. Car pour l'instant, dans ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, aucun des deux camps n'attaque l'autre. Quelle est donc l'autre option? Il semble qu'Israël se déplace de nouveau à l'intérieur du Liban. Nous pourrions voir de nouvelles répercussions, de nouvelles attaques au Liban. C'est ainsi que Benjamin Netanyahou, à mon avis, chercherait à manipuler toute cette affaire entre l'Iran et les États-Unis. Supposons qu'il se passe quelque chose entre l'Iran et Oman. Et plus tard, aujourd'hui, nous avons eu un nouvel article dans le Financial Times. Il dit que ce qui se passe, en comparant cela à la Turquie, dans le cas du détroit, c'est que la Turquie perçoit des frais ou fait payer des droits. Le Danemark fait la même chose. Il a dit que ce serait légitime si l'Iran faisait cela avec Oman. Et d'un autre côté, on voit qu'Israël essaye de manipuler la situation au Liban. Pensez-vous que, s'il tente d'attaquer de nouveau le Liban avec l'intensité avec laquelle il l'attaquait auparavant, Donald Trump interviendra? Ou va-t-il laisser Israël attaquer encore le Liban, puis l'Iran s'impliquer, et nous ramener au même type de situation que nous avons connu auparavant? Eh bien, je pense que, comme l'a déclaré le vice-président J.D. Vance, Israël s'est montré très déloyal en tentant d'assassiner tous les négociateurs de paix envoyés par l'Iran. Ce sont des dirigeants modérés que Trump aurait, soi-disant, personnellement choisis pour diriger un nouvel Iran un peu moins république islamique radicale. Donc c'est toujours possible. Netanyahou et Zelensky se ressemblent beaucoup, beaucoup. Netanyahou a refusé les tentatives de Zelensky de le rencontrer directement, parce qu'il ne veut pas être étroitement associé à Zelensky, un peu pour cette raison-là. Mais en réalité, Netanyahou est Kamouvan le principal dirigeant d'État voyou au Moyen-Orient. Vous savez, ce n'est pas l'Iran, ce ne sont pas le Hezbollah, le Hamas, ni même les Houthis. C'est vraiment Israël qui cherche à déclencher toutes ces guerres et à violer chaque cessez-le-feu. L'Iran a bien mieux respecté son cessez-le-feu avec nous qu'Israël n'a respecté aucun de ses cessez-le-feu avec l'Iran, le Hezbollah ou le Hamas. Netanyahou continuera à faire cela. Il y a évidemment le risque que s'il relance une grande offensive terrestre ou même une offensive de bombardement au Liban, l'Iran puisse riposter une nouvelle fois en bombardant le nord d'Israël, voire en étendant ses frappes de missiles à l'ensemble d'Israël.
Pensez-vous que jusqu'à présent cette guerre, quand on regarde la situation actuelle, on sait que le détroit d'Ormuz est fermé. Bab el-Mandeb l'est aussi. Et l'Arabie saoudite, le seul pays qui avait une certaine capacité à exporter du pétrole par la mer Rouge, subit aujourd'hui la pression du blocus. Ils ont toujours le canal de Suez, d'ailleurs. Ils exportent du pétrole par le canal de Suez. Mais vous savez, c'est limité. Ce ne sera pas comme avant. Mais pour l'ensemble de l'Asie occidentale, comment voyez-vous les pays du CCG et leur perception de cette guerre? D'un côté, on voit les Émirats arabes unis se rapprocher, d'une certaine manière, d'Israël, mais on ne voit pas autant de choses se produire avec l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Bahreïn. Comment percevez-vous l'état d'esprit dans ces pays? Je sais qu'ils sont différents, mais si on les considère dans leur ensemble, quelle est leur perception? Que vous apprend leur comportement sur les conséquences de cette guerre? Excellente question. Oui. Donc le 5 mars, j'ai publié un article dans la newsletter Reward où je prédisais que cette guerre ne se terminerait pas par une victoire des États-Unis, mais par une défaite stratégique, et qu'elle affaiblirait considérablement l'équilibre des puissances régionales au détriment des États-Unis, ainsi que l'équilibre mondial des puissances, mais surtout dans la région du Golfe Persique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nos alliés des États du Golfe ont en substance appris que les garanties militaires américaines ne valent presque rien, voire rien du tout, parce que nous ne sommes pas capables de les faire respecter. Nous ne pouvons même pas empêcher que nos propres soldats soient pris pour cible et tués. Nous sommes à court d'intercepteurs de missiles pour abattre les missiles iraniens entrants. Or, certaines informations, Trump ne retire pas seulement les troupes américaines d'Irak et de Syrie, il retirerait aussi des troupes du Koweït et de Bahreïn. Et lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, je crois le week-end dernier, ou peut-être vendredi, il a refusé de répondre à la question. Donc évidemment, enfin, il n'est pas incapable de mentir. Le fait qu'il ait refusé de répondre me semble donc indiquer encore davantage que c'est exactement ce que nous faisons. Et c'est parce que, évidemment, le Koweït est très proche de l'Iran, et Bahreïn, je crois, est presque tout aussi proche. Ces bases militaires sont de toute façon en grande partie détruites, mais elles sont pratiquement impossibles à défendre, parce que nous avons perdu nos intercepteurs THAAD. Nous avons perdu nos radars de guidage de missiles, qui coûtaient, comme l'a indiqué Larry Johnson, environ $1 milliard. Donc, nous ne pouvons même pas donner une alerte suffisante en cas de frappe de missile avant, disons, 60 secondes de l'impact. Et ce n'est vraiment pas assez pour que les soldats américains puissent chercher un abri. Ils doivent donc rester sur place, se terrer dans leurs bunkers ou se disperser dans des hôtels civils à l'extérieur de la base. Et c'est vraiment humiliant. Les États-Unis étaient autrefois une puissance militaire de premier plan dans la région du Golfe. Et maintenant, nous voilà en train de battre en retraite sous le feu. Vous savez, ce n'est même pas le résultat d'une sorte de campagne l'Amérique d'abord, d'une réorganisation de notre stratégie de sécurité nationale. C'est pourtant ce que la stratégie de sécurité nationale de Trump était censée nous recommander. Retirer en grande partie nos troupes d'Europe et du Moyen-Orient. Cela aurait été très bien si nous ne l'avions pas fait à cause d'une guerre avec l'Iran. Mais c'est bien plus humiliant de le faire alors que nous sommes toujours en train de mener cette guerre, de nous retirer de ces régions. Et cela ne fait que confirmer que l'Iran a gagné la guerre. Évidemment, si nous étions en train de gagner la guerre, nous renforcerions notre puissance militaire dans la région du Golfe. Nous contrôlerions le Golfe Persique. Nous contrôlerions le détroit d'Ormuz. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit.
Il y a une sorte de mouvement aux États-Unis, David, au sein du Parti démocrate. La même chose se produit au sein du Parti républicain. Ceux qui ont voté pour Donald Trump prennent aujourd'hui leur distance avec lui. Des gens comme Tucker Carlson, Joe Kent, Marjorie Taylor Greene. Ces personnes ne sont pas satisfaites de la situation actuelle. Elles ne voyaient aucune nécessité, comme vous l'avez mentionné, à cette guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que cela va apporter aux États-Unis? Il est impossible pour quiconque de comprendre ce qui s'est passé dans les esprits à Washington. Mais finalement, ils ont commencé cette guerre, et ces personnes ne sont pas satisfaites. Avec la guerre et Donald Trump, on ne voit pas beaucoup de sérieux au sein de l'administration pour mettre fin à la guerre. Et la guerre continue, d'une certaine manière. Vous avez mentionné J.D. Vance. J.D. Vance est entré dans cette situation et dans les pourparlers à cause de l'incapacité de Steve Witkoff et de Jared Kushner. Vous les connaissez. Ils ont participé aux négociations sur l'Ukraine. Ensuite, ils ont commencé à négocier l'accord de paix, le Conseil de la paix, ainsi que la paix et le cessez-le-feu entre Israël, Gaza et la Palestine. Puis ils sont allés en Iran et ont parlé avec les Iraniens. Ces deux-là ne sont pas des diplomates, pour être honnête, et ils font partie de tout cela. Comment voyez-vous le nouveau mouvement au sein du Parti républicain? Vont-ils dominer ou exercer une influence d'une manière ou d'une autre? Assez pour remodeler, vous savez, certaines parties importantes du mouvement républicain ou MAGA. Eh bien, je pense qu'au sein du Parti républicain, c'est difficile, parce que, vous savez, du côté du Congrès, pratiquement tous les membres du Congrès sont des néoconservateurs. Enfin, il y a une poignée de très grands patriotes, des patriotes America First. Évidemment, Thomas Massie, qui a été battu par une campagne électorale sous influence israélienne, dans laquelle, je crois, les forces opposées ont dépensé quelques 28 millions de dollars pour l'écarter. Marjorie Taylor Greene, bien sûr, a été poussée à quitter le Congrès par le président Trump. D'autres membres partent aussi. Nancy Mace se présentait au poste de gouverneur, mais Trump a fait campagne contre elle, et elle a donc perdu. Et il y en a d'autres également. Lauren Boebert, il a menacé de soutenir un adversaire contre elle lors de la primaire. C'est vraiment la dernière personne à qui il a menacé de retirer son soutien. Les conservateurs America First sont donc assiégés et ils sont punis parce qu'ils soutiennent réellement le programme de campagne du président Trump qu'il avait promis de mettre en œuvre. Il a abandonné America First, les principes de paix, et eux sont restés fidèles à ces principes. Et au fond, cela représente 20% du Parti républicain. Ce n'est donc pas une énorme part, mais c'est 20%. Cela représente tout de même 16 à 17 millions d'électeurs de Trump qui ont abandonné Trump, moi y compris, ainsi que Tucker Carlson et d'autres. Nous n'avons pas quitté le parti. Enfin, moi je ne l'ai pas quitté. Mais je ne me considère plus comme un soutien de Trump parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'il avait promis de faire. Donc, je pense que ces soutiens reviendront si c'est J.D. Vance. Si J.D. Vance est le candidat à la présidentielle, il annoncera probablement sa campagne d'ici juin. Donc ça pourrait, en quelque sorte, aider à sauver le parti. Mais si c'est Rubio, je pense que vous savez, on va droit dans le mur. Enfin, je pense qu'on va probablement perdre l'élection de 2028 dans tous les cas. À moins que Trump ne retire nos troupes de la région perse, ne mette fin à la guerre et au blocus. Et qu'on réussisse, d'une manière ou d'une autre, à réparer tous les dégâts économiques que nous avons subis ici aux États-Unis. Mais le plus probable, c'est qu'on perde dans tous les cas. Cela dit, si Vance est à la tête du parti, personne ne pourra dire que c'est un néoconservateur belliciste, parce que tout son parcours au Sénat et à la Maison-Blanche a prouvé le contraire. Mais selon vous, qui sera le prochain candidat du côté des républicains? Est-ce que ce sera J.D. Vance ou Marco Rubio?
Comme je l'ai indiqué dans mes articles, aujourd'hui comme hier, le président Trump serait passé du soutien à Rubio au soutien à J.D. Vance. Je pense qu'il a été vraiment impressionné par J.D. Vance. J.D. Vance a réussi à négocier ce protocole d'accord sur un cessez-le-feu de 60 jours, même si Trump a fini par le démolir. Maintenant, il essaie d'y revenir. Il comprend donc que J.D. Vance a non seulement mis en garde contre la guerre, une guerre que Trump regrette désormais d'avoir achetée et dont il réalise qu'elle a été une énorme erreur, mais qui lui a aussi offert une porte de sortie diplomatique qu'il n'aurait peut-être pas eue autrement. Cela lui donne l'espoir de pouvoir mettre fin à la guerre par la diplomatie. Non seulement ça, mais vous savez, le vice-président Vance, je crois qu'il a donné 38 interviews en l'espace de 2 ou 3 jours. Enfin, sur une semaine environ, pour défendre l'accord de paix que Trump a pleinement soutenu pendant 12 jours. Et Trump a été très impressionné de le voir aller, vous savez, dans The View, qui était en quelque sorte une émission d'information libérale ici aux États-Unis, une émission matinale, un talk show, et aussi chez Megyn Kelly, qui est plutôt alignée sur Tucker Carlson et sur d'autres conservateurs America First, ayant quitté, vous savez, le groupe MAGA autour de Trump. Il a réussi non seulement à défendre l'accord de paix, mais aussi, d'une certaine manière, à défendre la guerre comme probablement personne d'autre n'aurait pu le faire de façon crédible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est possible. Évidemment, Trump pourrait changer d'avis. Mais je pense vraiment que cette guerre en Iran, je pensais que la poursuite de la guerre aiderait Rubio si Trump finissait par, mais en réalité, je pense que ça a nui à Rubio, parce que ça a montré que Rubio était soit essentiellement silencieux, soit favorable à la guerre. Il ne s'est pas opposé à la guerre. Il n'a pas vraiment déconseillé à Trump de la mener. Et donc, je pense que Trump associe désormais Rubio et les néoconservateurs au fait de l'avoir entraîné dans ce gros bourbier qui va détruire son héritage présidentiel. Ce qui est si étonnant avec Donald Trump, c'est qu'à chaque fois qu'on l'interroge sur l'influence israélienne dans sa décision d'attaquer l'Iran et de déclencher la guerre, il nie tout. Et Benjamin Netanyahou, après sa récente rencontre avec Donald Trump, a été interrogé pour savoir s'il avait réussi à le convaincre. Il a répondu que non, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, nous avons appris par la chaîne israélienne Channel 12 que le directeur du Mossad, Roman Goffman, a limogé 2 des plus hauts responsables de l'agence après l'échec d'un plan visant à renverser le gouvernement iranien. Toute cette guerre contre l'Iran était un projet israélien. Alors pourquoi est-il dans une sorte de déni, incapable d'aborder ce sujet ou même de le mentionner? Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Eh bien, je pense que le président Trump est sensible aux accusations selon lesquelles Netanyahou le mènerait à la guerre comme un chien en laisse, lui ordonnerait en quelque sorte de faire la guerre parce qu'elles sont crédibles. Et je pense que c'est ça. Il ne veut pas paraître faible, il veut toujours paraître fort. Donc je pense que c'est en quelque sorte la principale raison. Excusez-moi. Merci. Merci David d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci Steve. C'est toujours un plaisir de faire une interview avec vous aussi. Bonne journée. Vous aussi. Merci.